monsieur, bonjour. Il est 12 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM, Sen Radio, l'heure de Sud Midi. Tout de suite, les principaux titres de cette édition. Haro sur la détérioration de la Falémé, les populations de cette partie du Sénégal oriental marchent ce dimanche pour dénoncer la pollution de ce cours d'eau, l'orpaillage, l'exploitation des mines, autant d'activités qui en seraient la cause. Nous retrouverons dès le début de ce journal notre correspondant pour nous faire le point sur cette manifestation, mobilisation réussie contre le renchérissement du coût de la vie. L'avènement de Nyolank traduit l'échec des partis politiques traditionnels qui s'éloignent des préoccupations quotidiennes des Sénégalais. C'est l'avis du professeur Pape Ogo Seck. Il était l'invité de Bayomar Gueye dans Objection de ce matin. Vous l'entendrez dans ce 12 heures, loin des querelles et chamailleries à tout bout de champ. Les apéristes de la capitale du rail appellent à l'unisson. L'unité reste la seule voie pour ces responsables de Thiès pour bien préparer les prochaines élections locales. Baisse du coût du budget alloué au centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis de plus de 8 milliards de nos francs en 2019. Il passe à 7 milliards pour cette année. Le directeur du CROUS s'en explique, vous l'entendrez également. Et puis sur l'international, le coronavirus avec son lot de victimes. L'Australie enregistre sa première victime. En Iran également, le nombre de morts se compte désormais par dizaines, alors qu'en France, des mesures de prévention sont prises dans les lieux de culte tels les églises et mosquées. C'est pour contrer la maladie. Les sports et la rétrospective des faits saillants de la semaine présentés par Marie-Rosalie Ndiaye vont boucler cette édition mise en onde par Hassan Choun. Adji Fatou Bari. Bienvenue à toutes et à tous. Les populations riveraines de la Falémé dans la rue ce dimanche, c'est pour protester contre la détérioration à un rythme insoupçonné du bassin de cet important cours d'eau. Les mauvaises pratiques résultant de l'orpaillage et de l'exploitation des mines sont pointées du doigt. Nous retrouvons notre correspondant Boubacar Tamba qui nous fait le point sur cette manifestation. Bonjour Boubacar Tamba. Bonjour Adji Fatou Bari. Alors, donc, comme vous l'avez si bien dit, Adji Fatou, les populations du département de Kidira se sont très fortement mobilisées. Il faut dire que ce n'est pas seulement le département de Kidira qui est concerné par cette histoire d'agression sur la Falémé. Il y a aussi des populations du département de Saraya dans la région de Kédougou qui sont venues ici à Kidira, tout comme celle du département de Goudiri, et une partie du département de Tambacounda avec notamment la commune de Kenyeba où se pratique à un niveau vraiment élevé ces activités d'orpaillage traditionnel. Donc, ils ont inversé le cours des choses. Au lieu de commencer par une procession donc devant les conduire à la sous-préfecture, les populations ont préféré tenir d'abord un très grand meeting ici au bord de la Falémé pour terminer par une marche. Et pendant cette grande messe, le maire de Kidira, Demba Thiam, a pris la parole pour dire qu'il va falloir qu'il y ait beaucoup de volonté politique de la part des autorités des pays qui gèrent en commun les cours d'eau que sont le Sénégal et ses affluents, la Falémé, le Bafing et le Bakoy en Guinée. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que il y a trois grandes recommandations phares qui sont sorties de cette rencontre. Ici, les populations diront vouloir tout de suite et maintenant qu'il y ait un déguerpissement des sites dans les meilleurs délais et sans management pour éviter des foyers de tension. Il parle de foyers de tension entre orpailleurs et populations autochtones parce que celles-ci n'ont plus d'eau pour boire, n'ont plus de terre pour cultiver à cause justement de ces activités d'orpaillage. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir peaufiner une stratégie globale de sécurisation et de surveillance de la Falémé pour éviter toute récidive parce qu'on fait des opérations ponctuelles de sécurisation. Un mois, 2 mois après, les opérations viennent s'installer de nouveau avec certaines complicités. Le programme de réhabilitation, c'est le troisième grand axe du lit du fleuve et des barges de la Falémé pour que les populations puissent continuer à mener leurs activités traditionnelles de culture de décrue, d'élevage et de pêche. Donc pour l'instant, c'est ce que les populations veulent. Il y a une forte présence aussi à cette rencontre d'une délégation venant du Mali, représentée par le premier adjoint au maire du Diboli, avec les populations riveraines qui sont du côté du Mali. Donc présentement, ce sont les discussions qui sont en cours. Le président du conseil départemental de Bakel a pris la parole, le maire de Kidira, le maire de Diboli, côté malien, la représentante départementale des femmes de
de Bakel. Donc, le représentant des jeunes, surtout lui, il a parlé de possibilités de pouvoir réhabiliter ce fleuve pour donner l'activité du travail aux jeunes et éviter ce qu'il a appelé l'immigration clandestine. Donc, pour l'instant, c'est le meeting qui se poursuit. Juste après le meeting, la marche commencera. Ils vont partir sur la Falémé, donc juste à la frontière entre le Sénégal et le Mali. Ils vont aller faire un petit tour dans la ville de Kidira, ensuite terminer par la sous-préfecture où un mémorandum doit être remis au sous-préfet de l'arrondissement Kidira. En attendant de revenir sur tout cela dans nos prochaines éditions, c'était Boubacar Tamba depuis les bords de la Falémé ici à Kidira pour Sud FM. Merci beaucoup Boubacar Tamba qui, je le rappelle, revenait sur cette marche des populations environnantes de la Falémé. C'est pour protester contre la détérioration à un rythme insoupçonné du bassin de cet important cours d'eau. Les mauvaises pratiques résultant de l'orpaillage et de l'exploitation des mines sont pointées du doigt. La Falémé qui constitue un affluent du fleuve Sénégal marque également la frontière naturelle entre le Sénégal et le Mali. Ouverture le 18 mars prochain de la nouvelle session de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Tambacounda. 5 affaires, dont celle portant sur les meurtres du commandant Tamsir Sané et de Binta Camara, seront vidées. Les rôles d'audience vont démarrer le 18 mars avec le procès des 13 éléments du Parti de l'Unité et du Rassemblement, le PUR, en détention depuis février 2019 suite à la mort du tailleur Ibrahima Diop. La victime avait été tuée lors d'incidents ayant opposé différents camps opposés lors de la campagne électorale pour la dernière présidentielle. La deuxième journée de cette session sera consacrée au procès des présumés meurtriers du commandant de la brigade de gendarmerie de Koumpentoum, Tamsir Sané, l'affaire Binta Camara en référence au meurtre de la fille du directeur général de l'Agence pour le développement local et responsable politique à Tambacounda, Pape Malal Camara, sera vidée le 20 mars. La jeune fille avait été tuée le 18 mai 2019 chez elle à Tambacounda. Sud FM. Mobilisation réussie contre le renchérissement du coût de la vie. L'avènement de Noo Lank traduit l'échec des partis politiques traditionnels qui peinent à prendre en compte les préoccupations quotidiennes difficiles des citoyens, regrette le professeur Pape Ogo Seck. La raison, explique l'invité d'objection de ce matin, c'est que ces partis privilégient l'intérêt électoraliste au détriment de l'intérêt général. Pape Ogo Seck, enseignant-chercheur, professeur de sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, était l'invité de Bayomar Gueye dans Objection de ce matin. Nous l'écoutons. Moi, je pense que nous sommes confrontés à un problème de culture de l'intérêt général. Et souvent, les hommes politiques font surtout attention à l'intérêt lié aux élections, etc. Et nous avons l'impression qu'ils font très peu attention à l'intérêt général. Est-ce que c'est ce qui entraîne l'avènement d'un Guy Marius Sagna, par exemple? Ça peut entraîner le fait que le peuple ou la société civile puisse se dire non, comme je ne me retrouve plus à travers ces leaders, maintenant je vais aller directement au front. Et effectivement, on peut considérer que ces mouvements qui sont des mouvements spontanés, des activistes, ça montre quand même qu'il y a un malaise politique, que les partis politiques traditionnels ne jouent plus leur jeu, qu'ils ne prennent plus en charge les préoccupations des populations. C'est la culture de l'intérêt général. Et cette culture de l'intérêt général, il faut qu'elle soit de plus en plus véhiculée à l'intérieur des partis politiques. Parce que nous avons plus des hommes politiques que des hommes d'État. Parce qu'un homme politique, c'est celui qui ne se préoccupe que des élections. Or, l'homme d'État, c'est celui qui se préoccupe de l'intérêt général. Donc, il faudrait faire en sorte que ces leaders qui sont au pouvoir ou ceux qui veulent prétendre au pouvoir aient cette culture d'homme d'État, et qui doit reposer sur la culture de l'intérêt général. Et c'est ça qui fait défaut. Le dernier mot reviendra toujours au peuple. Et je répète que entre le pouvoir, la volonté du dirigeant et la volonté du peuple, il faut savoir que c'est toujours la volonté du peuple
qui va triompher. Vous venez d'entendre le professeur Pape Ogo Seck, enseignant-chercheur, professeur de sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il était l'invité de Bayomar Gueye dans Objection de ce matin. Objection, une émission que vous pouvez réécouter en intégralité sur www.sudfmsenradio.com. Loin des querelles et chamailleries à tout bout de champ, les apéristes de la capitale du rail sonnent la remobilisation des troupes. Les alliés de la majorité appellent à l'unité de tous les responsables pour bien préparer les prochaines échéances locales. Le mouvement Siggi Jotna trace la voie de Thiès. Nous retrouvons la correspondance de Babacar Ndao. Le camp présidentiel à Thiès affûte ses armes. L'offensive pour la conquête de la cité du rail, selon le président du mouvement Siggi Jotna, passe par l'unité. Abdoulaye Dieye. C'est l'heure des grands ensembles. Donc j'appelle à tous les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar à l'union sacrée des cœurs, parce qu'on va à l'assaut des échéances locales et nous avons un défi à relever. Si nous sommes unis, nous vaincrons. Unité, oui, mais pas de restrictions, semble dire Madame le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et porte-parole du gouvernement, responsable de l'APR à Thiès et marraine de l'activité, Ndeye Tické Ndiaye Diop. kon Ablaye joxantewaat na ko unité am fi te mu bañ a nekk unité de façade. Cette unité en tout s'impose à nous tous. Chacun de nous doit la cultiver. C'est la seule voie qui vaille. waaye loo gëm day ànd ak pëste te loo gëm da nga koy ñeme dal noonu kon yàlla na fi yàlla saxal unité waaye nañ ko gëm. Parmi les autres invités, le ministre de la Femme, Ndeye Saly Dieng, qui a salué le dynamisme et l'entrepreneurship des femmes du mouvement Siggi Jotna. Son collègue Matar Ba a également insisté sur la moralisation de la politique. lii sigil nit ay jikko la waaye politique it jikko koy def nit mun naa politique ba pare du saaga du xaste du wax lu ñaaw. La politique, c'est une affaire de nobles. Les gens peuvent faire la politique dans le respect de son prochain. nit ñi mën nañoo xëccoo te duñu xeex duñu xuloo. Thiès gii ñu nekk nii lii ngay def mooy tax nit ñi ànd ak yow mooy amal leen njëriñ jox leen cër ànd ak yar. La conférence religieuse des femmes du mouvement Siggi Jotna de Thiès animée par l'imam Idrissa Gueye, une occasion pour les responsables du camp présidentiel à Thiès de donner des financements, mais également 3 billets pour le pèlerinage à la Mecque. Babacar Ndao, Thiès Sud FM. Après Thiès, direction Saint-Louis pour parler du budget du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis qui est de 7 677 millions de nos francs pour l'année 2020, une baisse comparée à celui de l'année écoulée qui était de 8 600 millions de francs CFA, annonce le directeur du CROUS, Pape Ibrahima Faye. Ce dernier constate tout de même une nette amélioration au niveau de l'assainissement et de l'hébergement dans le campus social. Pape Ibrahima Faye que nous écoutons avec Yves Tendeng. Au niveau de l'université Gaston Berger, pratiquement 14 000 étudiants aujourd'hui se sont inscrits au niveau de l'université. En termes de capacité, le campus social aujourd'hui, l'hébergement, on était à 4 000 lits, aujourd'hui nous nous trouvons à 6 250 lits pour mettre en tout cas les étudiants dans de bonnes conditions. Aujourd'hui aussi, le budget du CROUS est estimé à 7 677 millions contre 8 600 en 2019. Vous pouvez constater qu'il y a une baisse à peu près de 635 millions, mais techniquement, on peut dire que le budget du CROUS a augmenté parce que l'année dernière, dans le budget non consolidé, le CROUS a eu à avoir 1 milliard de plus au mois de décembre pour couvrir les charges liées à la restauration des étudiants. Et on a constaté quand même qu'il y a aussi une nette amélioration au niveau de l'assainissement parce qu'en fait, une bonne partie des eaux usées qui sortaient en tout cas au niveau du campus social sont maîtrisées. En attendant la mise en œuvre du grand projet d'assainissement que l'État du Sénégal a bien voulu consacrer au CROUS à hauteur de 600 millions pour prendre en charge le projet de l'assainissement. De manière générale aussi, quand il s'agit de la restauration, aujourd'hui nous avons 2 restaurants donc qui parviennent tant bien que mal en tout cas à subvenir aux besoins donc des étudiants, et nous sommes dans une projection pour la construction d'un 3e restaurant avec la formule donc d'un partenariat public-privé
d'un coût estimatif de 1,4 milliard pour 10 000 places. C'était donc le directeur du CROUS, Pape Ibrahima Faye, qui revenait sur le budget alloué au CROUS. On parle à présent de l'ensablement des artères qui constitue une triste réalité à Dakar. Le sable est presque partout sur les trottoirs et autres routes au moment où cet ensablement constitue un casse-tête pour les autorités de s'en débarrasser. Certains piétons sont obligés de se partager la chaussée avec les automobilistes. La majorité de ces Dakarois accusent les professionnels du bâtiment et même chef de chantier. C'est ce qui ressort du reportage de Josette Kali. Il y avait 2 sachets pleins de sable. Le décor est quasi identique dans plusieurs artères de Dakar, du sable sur les trottoirs et même en quantité sur les routes, un fait dont s'indignent ces messieurs qui, à l'unanimité, pointent du doigt les constructeurs et autres gérants de chantier. C'est les gars même qui travaillent leur chantier, qui travaillent leur bâtiment, parce que tu ne peux pas avoir ton bâtiment amener du sable, ensuite finir et tu laisses le restant là-bas. Si une maison a acheté du sable ou bien des bétons, à chaque fois c'est le sable là qui se disperse tout le temps au niveau des trottoirs et au niveau du quartier même. Un ensablement qui au fil des années a fait disparaître pas mal de surfaces goudronnées. Il n'y a pas d'organisation, les gens balaient et finissent par remettre le sable sur les routes, aller au niveau de la banlieue. Il n'y a quasiment de route goudronnée qui est visible. Pour ce jeune homme, les populations doivent trouver des alternatives. On ne peut pas enlever tout le sable dans le pays. Tu regardes ici, il y a des pavés, il y a des maisons qui sont même les piétons, même ils sont en train de faire des carreaux cachés même c'est bien, ou bien de faire des deux. Non loin de sa boutique à la rue Serigne Cheikh Fall à Castor, des pavés de couleur noire et grise sont bien rangés et d'autres prennent déjà petit à petit la place du sable, chose qui fait le bonheur de Mustapha, un habitant. Vraiment, nous sommes très heureux. On n'a jamais vu ça. En ce moment, vraiment, tout le monde est content. Ça va donner une autre image parce qu'il n'y aura pas de sable, il n'y aura pas de poussière. Ce sera très joli et nous allons veiller à ça. Si pour le gouvernement, il faut de gros moyens pour se débarrasser de ce sable, toutefois, cet ensablement constitue un danger pour certains piétons qui n'hésitent pas à se partager la chaussée avec les voitures. Souvent, c'est pas joli de se porter des chaussures, de marcher sur le sable. C'est dangereux de marcher sur la route. Il y a beaucoup de sable. Tu es obligé de marcher sur le goudron. Là aussi, c'est un danger. Sud International. L'Australie enregistre sa première victime du coronavirus, un Australien de 78 ans, ancien passager du paquebot mis en quarantaine au large du Japon, est décédé ce matin alors qu'il était en observation. Les autorités sanitaires de l'État de Nouvelle-Galles du Sud ont également confirmé un 26e cas de contamination au coronavirus en Australie. En France, l'épidémie continue de se propager. 43 nouveaux cas ont été recensés depuis vendredi soir, portant le total à 100 depuis fin janvier. Pour contrer la maladie, des mesures de prévention ont été prises dans les diocèses catholiques, les archevêques invitant notamment à vider les bénitiers dans les églises. Du côté du Conseil français du culte musulman également, on recommande d'éviter de se serrer la main et aussi de préconiser des serviettes à usage unique dans les lieux d'ablution. C'est justement pour éviter la propagation du nouveau coronavirus. Les autorités françaises ont décidé hier d'annuler tous les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné. Pendant ce temps, l'Iran annonce 11 nouveaux décès dus au coronavirus, ce qui porte au total 54 morts de la maladie. Dans le pays, le Covid-19 a touché à ce jour 85 997 personnes, faisant 2941 morts. 58 pays du monde sont touchés par ce virus. Tout de suite, les sports. On accueille dans ce studio Odile Minkilan pour nous présenter la page des sports. Bonjour Odile. Bonjour Adi Fatou. Football pour démarrer cette page des sports. Fin de la 12e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Ce dimanche, le leader Teungueth FC rend visite à l'AS Pikine au stade Alassane Djigo. À Ziguinchor, Casa Sport reçoit Stade de Mbour. Jaraaf sera au stade Caroline Faye pour y défier Mbour Petite Côte. Seneps de Thiès accueille Dakar Sacré-Cœur. Union sportive de Gorée contre AS Douane. Toutes ces rencontres sont prévues à 17h. Mais avant, à 16h30, Génération Foot joue contre Djambar au stade Djibril Diagne. Ligue 2 sénégalaise, suite de la 12e journée ce dimanche.
Renaissance Sport Autonome de Dakar. C'est la seule affiche du jour. Le match est prévu au stade Ibrahima Boy de Ndiarème. Coupe arabe U20, on joue les demi-finales depuis 11h45. Tunisie joue contre Maroc. À 15h30, le Sénégal défie l'Égypte pour la deuxième demi-finale de cette compétition qui se déroule en Arabie Saoudite. UFOA A, chez les dames, on boucle les phases de poule du groupe A cet après-midi. Sénégal-Sierra Leone à 14h. Les Lions déjà qualifiés pour les demi-finales. L'autre match du jour oppose le Cap-Vert à la Guinée, toujours à 14h. Foot en Europe, en Espagne, c'est la fin de la 26e journée de la Liga. Au programme, le Classico retour Real Madrid FC Barcelone à 20h. En Italie, l'affiche la plus attendue ce soir est le choc qui oppose la Juventus de Turin à l'Inter Milan à 19h45. Le match se joue à huis clos, mesure prise par les autorités pour éviter la propagation du Covid-19 qui a déjà fait 29 morts et plus de 1000 contaminés en Italie. Basketball national 1 féminin, 3e journée au programme au stadium Marius Ndiaye à 13h45. Duc contre GIA à 15h30. Asfo Diaraf. Mbour Basket Club reçoit ASC Ville de Dakar. Parlons maintenant du manque d'infrastructures à Diourbel. Les équipes de la localité sont exemptées des compétitions régionales faute de stade, nous dit Adam Ndiaye. Le manque d'infrastructures sportives est la principale difficulté que rencontre le sport dans la région de Diourbel. Il n'y a pas de stade fonctionnel dans toute l'étendue de la région. Conséquence, les équipes ont demandé d'être exemptées des compétitions régionales. Abdoulaye Fall est le président de la Ligue régionale de football de Diourbel. On a presque plus de stades en Bakel. Même les équipes régionales ont demandé pour cette année à être exemptées de compétition pour l'essentiel parce qu'il y a un problème de stade. À Diourbel, vous avez vu l'état de la pelouse. Donc jusqu'à présent, nous attendons que la coopération chinoise démarre les travaux. À Bambey aussi, c'est la même chose. Bambey est dans le programme de réfection des stades du ministère, mais jusqu'à présent, les travaux n'ont pas encore démarré. Et nous avons bon espoir que tout ça va démarrer dans un très court temps. C'est ça le problème à Diourbel. Maintenant, nous faisons de notre mieux pour voir avec les autorités comment trouver une solution à cela. Nous essayons aussi avec le peu de moyens que nous avons d'aider les clubs, mais d'aider aussi la structure pour que les compétitions puissent se tenir et que vraiment qu'on puisse exercer nos activités sans problème. La relance de la petite catégorie est également une priorité de la Ligue régionale de football. C'est une activité qui est bien prise en charge par la Fédé actuellement. Parce que les compétitions de la petite catégorie seront organisées de façon officielle par toutes les ligues du Sénégal à partir de cette année. Mais il y a aussi un écueil à ce niveau. C'est-à-dire le problème de l'état civil des jeunes, c'est le principal obstacle. Nous voulons bien, mais souvent les jeunes, on ne peut pas les identifier. Ils n'ont pas de pièce d'identité, ils n'ont pas d'extrait. Donc là aussi c'est un problème. Il va falloir, en rapport avec les autorités territoriales, les mairies surtout, qu'on puisse trouver un moyen de délivrer à ces jeunes vraiment les extraits de naissance et ensuite leur fournir les pièces d'identité qu'il faut pour qu'ils puissent vraiment pratiquer le sport et le football en particulier comme il faut. Le président de la Ligue régionale de football, Abdoulaye Fall, par ailleurs trésorier général, présidait 2 finales zonales à Bambey. La première a été remportée par l'ASC Yakar devant l'ASC Entente sur la marque de 2-0 et la deuxième finale par l'équipe du Réveil devant l'ASC Avenir sur la marque d'1-0. Diourbel Sud FM, Adam Ndiaye. Diourbel qui souffre donc du manque d'infrastructures sportives. Adji Fatou Bari, c'est tout pour cette page des sports. Merci beaucoup, Odile Minkilan. Place à présent à la rétrospective des faits saillants de la semaine, présentée par Marie-Rosaline Ndiaye. Bienvenue à tous, vous suivez la rétrospective des faits saillants de la semaine sur Sud FM Sen Radio avec Marie-Rosaline Ndiaye.
Le débat sur le troisième mandat du président Macky Sall a refait surface cette semaine, alimenté par des responsables de l'APR, une défiance ou une stratégie politique. En tout cas, le troisième mandat est dans les viseurs et rétroviseurs politiques. Amadou Moustapha Dian. Poser le débat du troisième mandat sur un autre angle, c'est manifestement tout l'enjeu des dernières sorties des responsables politiques de l'APR, comme le secrétaire général de la présidence Mohamed Boun Abdallah Dionne et le directeur des structures de l'APR Mbaye Ndiaye. Et pourtant, le président Macky Sall avait dit mieux, il avait même demandé à ses responsables politiques de ne plus en parler. Et d'ailleurs, l'évocation de ce troisième mandat a même valu à Sori Kaba et Moustapha Diakhaté l'exclusion pure et simple. Et alors, pourquoi donc, en l'espace d'une semaine, l'on assiste à deux sorties et non des moindres de responsables politiques de haut niveau? D'abord, le directeur des structures, Mbaye Ndiaye, qui remet ouvertement en cause le mode de comptage des deux mandats en question. Par rapport à la Constitution qui limite le nombre de mandats à deux, le premier mandat, c'est-à-dire que Constitution, le mandat en cours du président de la République fait partie des mandats à compter. Bouboba de faire une rétroactivité des Kholganal. Et celle de Mohamed Boun Abdallah Dionne qui se pose des questions sur la pertinence même de la limitation de ces mandats. Pourquoi on limite la mandature du chef du gouvernement ou du chef de l'État? Et pendant ce temps, le mandat du député, pourquoi il n'y a pas de limite? Alors que pour d'autres responsables de ce même parti, l'APR, en l'occurrence Aminata Touré et Seydou Gueye, les choses sont claires comme l'eau de roche. Il n'y a aucune anguille sous roche. Pas de possibilité de troisième mandat au vu de la Constitution. Il l'a réaffirmé. Nul ne peut faire deux mandats consécutifs. La Constitution est claire. Donc il n'y a pas de débat en la matière. Amul risque troisième mandat. Un débat chassé, voire occulté par le président Macky Sall est aujourd'hui imposé aux Sénégalais par ces mêmes responsables à qui il était défendu d'en parler. D'ailleurs, dit-on, ce sujet doit même être évoqué lors du dialogue national. Alors, question, le peuple sénégalais serait-il en train d'être le dindon de la mauvaise farce politique en gestation? Le président Macky Sall ne briguera jamais un troisième mandat, assure Maître El Hadji Diouf, qui tacle les responsables de l'APR. Selon l'avocat, le chef de l'État n'acceptera pas d'être sacrifié par une bande de mercenaires politiques. Il a fait face à la presse vendredi pour apporter des preuves que Macky ne se présentera pas en 2024. Maître El Hadji Diouf en a profité pour annoncer sa candidature. Ses propos sont recueillis par Khadisen. Le président Macky Sall ne briguera jamais un troisième mandat. Et il n'a jamais dit qu'on arrête ce débat. Et il a dit, si vous êtes intelligent, il a répondu à Babacar Fall. Il dit, l'année dernière, à cette date, on m'avait posé la question et j'avais donné la réponse. Qu'est-ce qu'elle avait dit l'année dernière? Que j'ai fini, que si j'ai fini un mandat et il me reste un deuxième, si les Sénégalais me font confiance. Et donc, en fait, ce qu'on appelle nous, chez les avocats, renvoi. Il a renvoyé le journaliste Babacar Fall à la réponse qu'il avait donnée en 2018 et il dit qu'il a dépassé cette réponse, c'est terminé. Comme l'avait dit, il lui-même le répète, chef Yansi. Macky Sall a déjà répondu à cette question. Peut-être qu'il a des craintes aujourd'hui de revenir sur sa position, comme il le dit, il a ses raisons. Il aurait dû être plus clair, en fait, en martelant ce qu'il avait dit, en le répétant, mais il n'a pas voulu répéter. Mais dans les autres, je ne vais pas citer, je ne vais pas les nommer, qui racontent n'importe quoi pour faire plaisir à Macky Sall. Je donne l'élément de Macky Sall qui dit à Abdoulaye Wade, n'écoutez pas ceux-là qui vont vous mettre dans le trou, dans la tombe, et qui seront les premiers à vous quitter au moment où le navire va chavirer. Regardez ceux qui sont aujourd'hui autour de Macky Sall. Ce sont ceux-là qui étaient les farouches partisans du troisième mandat, la troisième candidature de Abdoulaye Wade. Ils l'ont tous quitté maintenant. Ils ne vont pas reconduire cette stratégie. Encercler Macky Sall, l'amener aussi autour. Lui avertissait Abdoulaye Wade. Et Macky est un homme averti. Et je sais pertinemment qu'il ne va pas accepter d'être sacrifié
par une bande de mercenaires politiques. Le collectif Ñoo Lank a fortement mobilisé vendredi avec un important cordon sécuritaire au camp pénal. Les manifestants ont fait un concert de casseroles pour la libération de Guy Marius Sagna, la baisse du coût de l'électricité et de l'eau. Le débat sur le 3e mandat s'est également invité à la marche. Amadou Moustapha Dieng. Guy Marius Sagna, du fond de sa cellule de camp pénal, aura certainement entendu ce concert de cris, de klaxons et de sons tout azimut devant le portail de la prison, réclamant sa libération. Libérez Guy Marius! Libérez Guy Marius! Cette démonstration de force de Ñoo Lank fut le temps fort de cette marche des manifestants surexcités qui ont parfois même toisé les forces de l'ordre devant les barrières installées devant la prison de camp pénal Liberté 6. Au finish, plus de peur que de mal, grâce à la forte implication des initiateurs, les responsables de Ñoo Lank préviennent, ils ne pourront pas tout le temps retenir ces manifestants. di wax Macky Sall nag am na bu ñuy toll dootuñu mën a téye kenn te gis nañ ni gaay seen leer yi tàng na jër di ko wax nag bu fekkee dafa bëgg yóbbu réew mi ci kaw dinañ dem ci kaw parce que dootuñu téye kenn Guy Marius Sagna na ko bàyyi mu ñibbi këram. Fallou Diagne propose que tous les manifestants ramènent dès demain des repas à Guy Marius Sagna. Babacar Diop, ancien co-détenu de Guy Marius Sagna, continue encore une fois de réclamer sa libération. Les larmes du père de Guy Marius Sagna constituent un avertissement solennel pour notre pays, car les larmes des humiliés constitue une maladie plus grave que l'épidémie du coronavirus. Le débat sur le 3e mandat s'est également invité à cette marche et les manifestants disent clairement: 3e mandat, une marche qui a été encadrée du début à la fin par les forces de l'ordre avec un imposant dispositif sécuritaire devant la prison de camp pénal où séjourne Guy Marius Sagna. Le procès en appel qui oppose Kémi Séba et Bentaleb au procureur et à la Banque centrale a été renvoyé au 27 avril prochain. Kémi Séba n'a pas pu se présenter comme annoncé à la première chambre correctionnelle de la cour d'appel. Il avait été bloqué dimanche à sa descente d'avion à l'AIBD. Le motif évoqué, l'arrêté de septembre 2017 lui interdisant de fouler le sol sénégalais. Un arrêté illégal selon son avocat. Le Sénégal accusé de haute trahison selon les camarades de Kémi Séba, Babacar Samb. L'activiste Kémi Séba, président de l'ONG Urgence panafricaniste, a été bloqué dimanche à sa descente d'avion. Le motif avancé par le commissaire, l'arrêté de septembre 2017 lui interdisant de fouler le sol sénégalais. Selon son avocat, Maître Khoureyssi Ba, cet arrêté est illégal et factice. Parce que le 5 septembre, M. John, qui était alors Premier ministre, avait rendu sa démission à M. le Président de la République, qui avait accepté cette démission, entraînant ipso facto la démission de l'ensemble du gouvernement. Donc le Sénégal était sans gouvernement. C'est vers 14 h que le ministre de l'Intérieur, fantôme qui n'existe plus, dont les pouvoirs sont expirés, il a illégalement prolongé l'exercice de ses pouvoirs et il a pris une décision. Ils ont pensé que s'il l'amenait au commissariat spécial du port, ça a entraîné ipso facto un changement de conditions juridiques. C'est comme s'il était interpellé ou s'il devait faire l'objet d'une garde à vue. Donc pour eux, il fait l'objet d'une mesure de rétention administrative. Ils ont pensé donc qu'il était plus pratique, plus judicieux pour eux de le garder en zone de transit. Il n'y a que les fauteuils et un espace pour se promener. Et Maître Khoureyssi Ba d'ajouter que l'arrêté d'expulsion est un acte extrêmement grave posé par le régime en place au défi de la justice. L'exécutif, en tout cas à travers la police, a posé un acte extrêmement grave qui est un défi à la justice, un outrage aux magistrats et une offense au peuple sénégalais parce que la justice est rendue au nom du peuple sénégalais. Ceux qui soutiennent Kémi Séba accusent le gouvernement de haute trahison, pointent un doigt accusateur sur le président français. Nous accusons le gouvernement sénégalais de haute trahison contre l'Afrique entière pour avoir interdit d'accès un digne fils du continent sur son propre territoire. Cette décision en réalité ne fait qu'illustrer la volonté de Macron de voir disparaître le sentiment anticolonialiste qui est en train de plus que jamais grandir sur le continent africain.
depuis un certain temps. L'ONG Urgence panafricaniste ne compte pas lâcher prise. Ses membres exigent en plus le départ des bases militaires étrangères et des multinationales françaises. À cause de la propagation du coronavirus, l'Arabie saoudite a décidé de suspendre temporairement l'entrée des pèlerins dans le royaume. Concernant le pèlerinage, l'ambassadeur de l'Arabie saoudite au Sénégal estime qu'il est encore prématuré de se prononcer. Fad Al-Dossari au micro de Radisen. Pour ce qui concerne les réservations, que ce soit des réservations de billets ou des réservations dans les installations hôtelières en Arabie saoudite, ceci peut être reporté. Du moment que la mesure elle est temporaire, ceci peut être reporté, que ce soit sur les hôtels ou bien les billets d'avion. Les autorités saoudiennes sont actuellement en train de mettre tout en œuvre pour traiter ces questions-là et vous serez informés au temps opportun. Concernant aussi la question du pèlerinage, il est encore prématuré d'en parler parce que nous faisons une évaluation quotidienne de la situation à travers le monde pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire après. Et nous souhaitons que ce virus-là puisse être maîtrisé avant la période du pèlerinage. C'est tout pour la rétrospective des faits qui ont marqué l'actualité de cette semaine sur Sud FM Sen Radio. Merci de l'avoir suivi.